importante, Madame Hawa Sarr. Elle est la présidente et fondatrice du réseau Jeff. Elle est aussi chef en entrepreneuriat au Sénégal. Donc, nous recevons Madame Hawa Sarr dans cet après-midi. Bonsoir, Madame Hawa Sarr. Bonsoir, M. Sissé. Et merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau de Fouli Média. C'est moi qui vous remercie. Alors très bien, nous savons que vous êtes une femme qui milite depuis un très bon moment au sein de ce réseau Jeff, qui regroupe ici des entreprises sénégalaises qui portent des projets très importants. Donc vous vous battez pour la visibilité de ce réseau Jeff. Et je m'en vais rapidement vous poser, vous demander de faire la présentation du réseau Jeff. Donc je vous remercie. Déjà, je salue tout le monde. Je salue tous les téléspectateurs qui nous regardent. Donc, le réseau Jeff, qui s'appelle encore Jeunesse Entrepreneuriat Fiabilité, est le premier réseau au Sénégal qui regroupe les jeunes entrepreneurs et porteurs de projets. Donc, au sein du réseau, nous avons un comité directeur qui est composé de la présidente, moi-même, de la secrétaire générale, du coordonnateur, du trésorier et du chargé de communication. Nous avons également quelques coordonnateurs au niveau de certaines zones dans le pays, au Sénégal. Par exemple, à Hambourg, nous avons un coordonnateur là-bas, à Thiès, à Sédhiou, à Bakel, à Diourbel et bien d'autres. Voilà. Donc, au sein de ce réseau-là, je m'aperçois qu'il y a des jeunes entrepreneurs. Oui, effectivement, il n'y a que de jeunes entrepreneurs. Bon, on dit jeunes entrepreneurs, mais il y en a qui ont un peu duré dans l'entrepreneuriat, qui sont dans le réseau. Il y a aussi des porteurs de projets, c'est-à-dire des jeunes qui ont des projets très importants et qui veulent être accompagnés pour réaliser ces projets-là. Très bien. Et ce réseau, Jeff, dont vous avez la charge de conduire, quel est l'objectif qui lui est assigné? En fait, le réseau Jeff a pour objectif principal déjà de pouvoir permettre à ces jeunes entrepreneurs d'être représentés au sein des plus hauts secteurs d'activité. Dans le monde du business, par exemple, dans le monde des affaires, qu'ils soient en mesure d'être représentés là-bas. Parce qu'aujourd'hui, on a remarqué qu'au Sénégal, les jeunes entrepreneurs, on les considère, on les considère comme des jeunes entreprises qui n'ont peut-être pas la capacité de pouvoir gérer certaines activités dans certains secteurs, qui n'ont pas, le niveau pour gérer pour être en mesure de gérer certains secteurs. Alors là, notre objectif principal, c'est de pouvoir leur permettre d'être à ce niveau-là, d'accéder dans les plus hauts secteurs d'activité du business. Quand une entreprise n'a pas assez outillé en termes de formation, il sera très difficile de pouvoir gérer le projet qu'elle va pouvoir mettre sur pied. Alors vous, dans ce sens-là, qu'est-ce qu'il faut faire quelle est la stratégie pour pouvoir accompagner ces entreprises? Mais justement, c'est ça le problème. Parce que, comme vous venez de le dire tout à l'heure, la plupart du temps, on dit, voilà, c'est un jeune entrepreneur, il n'a pas encore la capacité, il n'est pas assez formé. Bon, je dirais même pas formé, parce qu'ici au Sénégal, en tout cas, la plupart des entrepreneurs sont déjà formés. Il y a tellement de formations qui sont là, il y a tellement d'activités qui permettent à ces jeunes entrepreneurs-là d'avoir la capacité, côté formation, d'être vraiment costaud côté formation. Donc le problème, en fait, c'est même pas la formation. Le problème, c'est juste qu'on dise que ce sont des jeunes entrepreneurs. Ils ne sont pas expérimentés. Ils n'ont pas encore un certain niveau pour pouvoir accéder à un certain niveau, excusez-moi de la répétition, de l'État, par exemple, ou bien de certains secteurs d'activité. Et à ce moment-là, on est bloqué. Et le problème, c'est ça. Et notre objectif, c'est qu'on enlève ce blocage et qu'on nous permette d'accéder à un certain niveau du business ou bien des affaires ici au Sénégal. Et toujours relativement à ce réseau, Jeff, à son sein, vous avez parlé tout de suite qu'il y a des jeunes entrepreneurs. Est-ce que ces entreprises-là, ce sont des entreprises mixtes ou bien exclusivement sénégalaises? Exclusivement sénégalaises. Bon, c'est des entreprises sénégalaises. La plupart, c'est des entreprises sénégalaises. Bien sûr, on est ouvert à aller dans la sous-région.
on est ouvert à aller dans la sous-région. Mais pour le moment, il n'y a que des entreprises sénégalaises. Très bien. Alors, on va faire une petite transition. Voilà, on a évoqué un sujet très important. Il y a un autre sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Et d'ailleurs, ce sujet-là, vous l'avez évoqué lors de votre point de presse que vous avez tenu au cours d'un salon auquel les entreprises étaient conviées. Vous avez évoqué, à l'issue de ce point de presse, évidemment, un sujet très crucial auquel les gens s'interrogent, et à savoir le stop au financement des entreprises. Et pourquoi? Bon, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, on a l'habitude, déjà au Sénégal, on pense qu'aujourd'hui, pour accéder, pour développer une entreprise, il faudrait nécessairement que l'entreprise soit financée. En tout cas, si c'est un jeune entrepreneur, qu'il soit financé. Et même les jeunes entrepreneurs-là ont cette idée en tête. C'est-à-dire, ils pensent que tant qu'ils ne seront pas financés, ils ne seront pas en mesure de pouvoir se développer, de pouvoir se lancer, etc. Alors que tel n'est pas le cas. On peut bien sûr se développer, atteindre ses objectifs sans pour autant être financé. Donc c'est la raison pour laquelle on a mis au point cette idée, si on peut dire ça comme ça, ou bien cette idéologie, pour permettre et faire comprendre à ces jeunes entrepreneurs qu'il n'est pas nécessairement obligatoire d'être financé pour pouvoir se développer et lancer son entreprise. Et c'est quoi une autre alternative quand on sait que l'entreprise en amont a besoin de ce fonds de financement? Soit elle fait une démarche auprès d'une entreprise pour avoir le fonds en vue de financer son entreprise, ou bien éventuellement l'entreprise elle-même sous le fonds propre peut financer ses projets. Alors, puisque vous dites que ce financement n'est pas très important, c'est quoi l'alternative que vous proposez? Bon, l'alternative, c'est tout simplement, à la place du financement, nous, on exige qu'on nous permette, ou bien qu'on mette en place un système d'acquisition des petits marchés, ce qu'on appelle, nous, les petits marchés, c'est-à-dire les marchés que les jeunes entrepreneurs peuvent utiliser ou bien peuvent gagner et qui va leur permettre justement de lancer leur entreprise, de se développer et de pouvoir accéder à ce niveau-là dont on parlait tout à l'heure. Et qu'est-ce que vous parlez de petits marchés? Donc pour les petits marchés, il s'agit des marchés allant de 5 millions jusqu'à 5 milliards. Nous, c'est ce qu'on appelle petits marchés. Parce qu'aujourd'hui, si on dit tout simplement permettre à ces jeunes entrepreneurs d'accéder au marché de l'État ou bien au marché privé, certains vont penser que nous exigeons par exemple les marchés de 100 milliards, les marchés de 200 milliards, par exemple dans le domaine du bâtiment. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes conscients que notre expertise ne nous permet pas en fait de pouvoir accéder à ce genre de marché. Parce que quand même, un marché de 100 milliards, ce n'est pas un petit marché. Donc là, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé que pour le moment, nous allons exiger à ce que l'État, à la place des financements, mette en place un système d'acquisition de petits marchés pour les jeunes entrepreneurs du Sénégal. Et par rapport à ça, qu'est-ce que vous attendez de l'État? Mais c'est ça, un système d'acquisition, c'est que l'État puisse dire, par exemple, puisse mettre en place une exclusivité. C'est-à-dire une exclusivité. Parce que je peux vous donner par exemple l'exemple des étudiants en France. On sait que les étudiants en France, ils ont l'exclusivité de certains types de travaux. C'est-à-dire, vous venez en France, vous demandez par exemple un travail de plongeur, par exemple. On va vous dire que ça, c'est uniquement réservé aux étudiants, que ce soit étrangers ou nationaux. Donc là, nous, c'est la même formule qu'on veut utiliser. Ce qu'on veut, c'est que l'État prenne la décision de faire une exclusivité par rapport à ces petits marchés-là et de dire, ou bien, je ne sais pas, de créer une loi, tout ce qu'il veut, mais l'essentiel, c'est qu'il y ait une exclusivité qui va nous permettre, à nous, jeunes entrepreneurs, d'accéder aux petits marchés et personne d'autre. Alors, pour accéder à ce marché en exclusivité, comme vous le dites, alors je pense qu'il y a des critères d'éligibilité pour pouvoir bénéficier de ce marché-là. Mais bien sûr, comme toute règle, c'est évident qu'il y ait des conditions pour accéder à ces petits marchés. Donc ça, je pense que le moment venu, nous pourrons en discuter peut-être avec les autorités concernées. Mais ce qu'on exige, en tout cas, c'est de simplifier effectivement ce système d'acquisition et de permettre à ces jeunes entrepreneurs-là de pouvoir accéder à ces petits marchés de la manière la plus simple. Voilà. Ok, très bien. Alors, concernant toujours le réseau Jeff, est-ce que vous disposez, est-ce que vous êtes prêt, en d'autres termes, de renoncer au financement des entreprises?
Mais bien sûr, je le dis toujours au niveau du réseau, et ils savent très bien de quoi je parle. J'ai l'habitude de leur dire que les financements, ça, c'est pas notre objectif. Moi, j'ai jamais reçu de financement. J'ai un réseau de jeunes entrepreneurs. J'ai jamais demandé à être financé. Et je leur dis toujours qu'il ne faut pas s'attendre à ce que l'État nous finance, ou bien même une autre structure, que ce soit une banque ou quoi que ce soit, vienne nous financer. Ce qu'on doit nous mettre en tête, c'est de pouvoir gagner des marchés, parce que c'est ça qui va nous permettre de nous lancer. Quand je dis lancer, ce n'est pas le côté financier. Je parle du côté expérience. Je parle également du côté carnet d'adresse. Et ça va nous permettre en même temps de pouvoir soumissionner des appels d'offres. On sait très bien qu'actuellement, c'est même pas au Sénégal seulement, c'est à travers le monde. On ne peut pas soumissionner à un appel d'offres si on n'a pas un carnet d'adresse assez important et un chiffre d'affaires assez important. Donc le fait de gagner déjà les petits marchés, moi je dirais même pas que c'est une petite chose, c'est grandiose, parce que déjà ça va nous permettre de pouvoir soumissionner au fur et à mesure à d'autres appels d'offres, donc à d'autres marchés, et c'est ça vraiment qui va nous permettre de nous lancer. Mais depuis que vous avez commencé à accompagner ces entreprises, des petites entreprises bien sûr, est-ce que l'État quand même vous a ouvert une petite brèche? Bon, pour le moment, je dirais que non. Je dirais que non. Peut-être, je ne sais pas pourquoi, bon, mais pour le moment, il n'y a pas encore un signe de l'État. Alors, quels sont les moyens que vous disposez pour tordre le bras de l'État pour qu'il accepte de vous écouter? Mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Actuellement, nous sommes dans une politique de communication à travers les réseaux sociaux. Et ça, c'est juste la première étape. Nous allons mettre une stratégie de communication qui va nous permettre de nous faire entendre, en tout cas, que ce soit l'État, que ce soit le privé. Et nous allons mettre une stratégie qui va nous permettre de nous faire entendre à travers le pays. Alors permettez-moi, tout récemment, à la fin de l'année 2021, le président de la République, en l'occurrence Macky Sall, s'est adressé à la nation. Il a tenu un discours au cours duquel il a parlé des entreprises sénégalaises à qui il a décidé d'octroyer, puisque aujourd'hui il y a un programme spécial de désenclavement sur toute l'étendue du territoire du Sénégal. Donc ce chantier-là mobilisera 50 entreprises, à ce que je sache, et 60 sous-traitants, qui va s'étaler sur 3 ans. Est-ce que les entreprises qui se trouvent au sein de votre réseau Jeff, est-ce que ces entreprises font partie? Non, ils n'en font pas partie. Ils n'en font pas partie. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je viens de vous dire que nous n'avons pas encore un signe de l'État par rapport à ces projets-là. Si c'est le côté financement, de toute façon, nous, on n'est pas intéressés. On n'est pas intéressé sur le côté financement. Maintenant, s'il s'agit de la sous-traitance pour des marchés, bien sûr, c'est ça qui nous intéresse. Nous ne demandons que ça. Donc, pour le moment, on n'a pas été interpellé par rapport à ça. Donc, vous pensez que, puisque l'État, ce projet-là, il a attribué ça aux entreprises sénégalaises. Vous ne pensez pas que l'État il a fait assez d'efforts de ce point de vue-là? Oui, je trouve que c'est un effort de l'État. Même les financements, je pense que c'est un effort de l'État. Il y a pas mal de structures qui sont là. Le seul problème, c'est qu'en réalité, ça ne sert pas à grand-chose. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous avons décidé de renoncer au système de financement. Mais sur ce côté-là, il fait des efforts, mais il reste encore. Il y a beaucoup de choses à faire. 50 entreprises par rapport à tous les entrepreneurs qui existent au Sénégal. Moi, je trouve que c'est presque rien du tout. Donc je pense que le nombre pouvait être plus grand que ça. Mais quand même, c'est un petit effort et on l'accepte. Alors, puisque vous attendez assez de choses à l'État, par rapport à cette attente-là, qu'est-ce que vous choisiriez entre financement de 5 milliards et un marché de 5 milliards, avec un délai bien sûr? Mais c'est évident, nous allons choisir un marché. Si on nous donne aujourd'hui un financement de 5 milliards, le financement doit être remboursé déjà. Ça, c'est le premier problème. La deuxième chose, ce financement qu'on va distribuer à tous les membres, par exemple, du réseau, sachant que nous sommes presque plus de 100 et quelques membres pour le moment. Donc ça, moi, je pense que ça n'a pas de finalité, en fait. Donc nous préférons choisir les 5 milliards, ce qui va nous permettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, de nous lancer, d'avoir notre carnet d'adresse, de
de rendre visible notre expertise. Donc je pense que le marché, c'est ça qui nous convient le mieux. Alors vous qui êtes à la tête de ce premier réseau Jeff au Sénégal, est-ce que vous avez des projets à court terme? Oui, nous avons pas mal de projets à court terme. Et d'ailleurs même, je vais préciser que c'est ce genre de projets-là qui ont besoin de financement. Parce que ce sont les projets à court terme. On connaît la date de début, on connaît la date de fin. Donc ce genre de projet, vraiment, il mérite d'être financé ou bien d'être accompagné par des ONG ou bien des structures, en tout cas, qui seront intéressées. Là, actuellement, nous sommes sur un projet qui concerne l'environnement, la protection des forêts classique du Sénégal. Donc nous allons démarrer ce projet bientôt. Nous avons terminé de le rédiger et tout. Donc c'est sûr que nous aurons besoin d'accompagnement dans cette mesure-là, à savoir les ONG, les banques qui pourraient être intéressées. Surtout actuellement, tout le monde sait que le problème climatique se pose à travers le monde. Donc c'est dans cette mesure que nous avons lancé ce projet-là pour permettre justement à ces populations qui sont à côté de ces forêts classiques de pouvoir bénéficier de cette protection. Qu'est-ce que vous reprochez à l'État lorsque chaque fois on s'aperçoit aujourd'hui au Sénégal, c'est une évidence, qu'il y a un appel d'offres et souvent cet appel d'offres-là est gagné par des entreprises étrangères, et ce qui peut, dans une certaine mesure, mépriser les entreprises locaux. Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire? Mais c'est ça le problème, M. Cissé, c'est ça le problème. Aujourd'hui au Sénégal, tout le monde sait que les grands marchés sont gagnés par des étrangers, ce qui n'est pas normal. J'ai dit tout à l'heure que nous, on sait qu'on n'est pas en mesure de gagner des marchés de 100 milliards, de 200 milliards, mais quand même, ces marchés peuvent être gagnés par des entreprises locales, des entreprises qui sont créées par des Sénégalais. Alors malheureusement, ce qu'on a remarqué, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gros marchés, en tout cas, c'est gagné par... Oui, la proportion, la proportion très importante est accordée aux entreprises étrangères. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Et j'allais même dire qu'aujourd'hui, par exemple, un marché de 100 milliards, c'est pas un petit marché. Mais il est possible aujourd'hui de faire partager ce genre de marché à plusieurs entreprises sénégalaises, à plusieurs entreprises locales. Parce que ça va leur permettre, comme j'ai dit tout à l'heure, de booster leur carnet d'adresse, de booster le côté financement et de montrer leur expertise pour pouvoir encore assurer de plus grands marchés. Et l'État, je pense qu'il doit, sur ce côté-là, mettre l'accent sur les entreprises sénégalaises. C'est pas moi seul qui le dis, plusieurs entreprises, plusieurs chefs d'entreprise sont en train de lancer des idées par rapport à ça, c'est-à-dire laisser les entreprises sénégalaises exécuter les marchés sénégalais. Alors, vous pensez, puisque voilà, vous reprochez cela à l'État, de fait que à chaque fois qu'il y a un appel d'offres qui est lancé, souvent c'est des entreprises étrangères qui l'obtiennent. Alors, est-ce que parce qu'il y a des critères, il y a de ce qu'on appelle les appels d'offres, mieux disant, les critères là, est-ce que les entreprises locaux arrivent à répondre à ces critères-là? Parce qu'il y a des critères là, il faut avoir assez d'argent, il faut avoir des moyens matériels, des moyens logistiques, le carnet d'adresse est très important pour pouvoir répondre à tous ces critères-là. Donc, est-ce que les entreprises locaux, j'allais dire, n'ont pas leur part de responsabilité? Non, pas du tout. Ils n'ont pas leur part de responsabilité là-dessus, dans la mesure où les conditions sont mises en place par l'État pour accéder à un marché. Donc, il y a des conditions pour soumissionner à un appel d'offres. Si aujourd'hui, par exemple, je donne l'exemple pour un jeune entrepreneur, si aujourd'hui, pour un jeune entrepreneur, on te demande un chiffre d'affaires de 300 millions, par exemple, dans le cadre du bâtiment, ou bien dans le cadre de la restauration, on te demande un chiffre d'affaires de 50 millions, ça pose problème. C'est un blocage. C'est-à-dire, c'est comme si on nous disait, vous, les jeunes entrepreneurs, vous n'avez pas droit à accéder au marché. Alors que ça n'a pas de sens. Parce que si quelqu'un crée une entreprise, c'est pour pouvoir gagner des marchés, c'est pour pouvoir accéder aux marchés nationaux. Alors si tous les marchés, on voit qu'il y a des conditions qui sont vraiment inaccessibles pour ces jeunes entrepreneurs-là, ça pose vraiment problème. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle qu'on est en train d'organiser cette lutte pour pouvoir accéder à ces marchés-là. Parce qu'on a remarqué qu'à chaque fois qu'on veut soumissionner à un appel d'offres, le problème qui se pose, c'est qu'on te demande un chiffre d'affaires qui est
vraiment élevés par rapport à nous, ce que nous disposons en tant que jeunes entrepreneurs. Alors que le problème est qu'aujourd'hui, on est jeunes entrepreneurs, on ne peut pas nous dire, par exemple, à chaque fois, vous êtes jeune entrepreneur, vous ne pouvez pas accéder à ces marchés-là. Parce qu'on est jeune entrepreneur, mais on veut devenir de grands entrepreneurs. Alors, si l'État ne nous accompagne pas ou bien ne nous permet pas d'accéder à ces marchés-là, ça veut dire que nous resterons des jeunes entrepreneurs toute notre vie. Alors que tel n'est pas le cas, ce n'est pas notre objectif en tout cas. On voudrait devenir de grands entrepreneurs, de grandes entreprises. Et pour pouvoir arriver à ce niveau-là, je pense qu'il faudrait que l'État revoie les conditions pour pouvoir accéder au marché public. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que si l'État tente de ce point de vue-là de favoriser un petit peu les entreprises locales, il risquerait en ce moment de déroger le traité international et qui régit cet appel d'offres? Non, je ne pense pas, parce que le problème, c'est pas de dire, par exemple, aux étrangers que vous n'avez plus le droit d'accéder aux marchés nationaux. Tel n'est pas le cas, parce qu'il y a des Sénégalais qui gagnent des marchés internationaux. Donc, ce n'est pas ça le problème. En fait, le problème, c'est aujourd'hui, il faut privilégier les Sénégalais. Il faudrait privilégier les entreprises nationales pour leur permettre d'accéder à ces marchés-là. Parce que si on met des conditions que seul, par exemple, un Turc ou bien un Chinois peut réaliser ces conditions-là, ça veut dire que celui qui donne le marché même, il est bien conscient que le marché ne sera pas gagné par un Sénégalais. Parce qu'il y a des conditions tellement énormes qu'il sait très bien que les entreprises locales ne seront pas en mesure de gagner ce marché-là. Maintenant, pourquoi pas, au lieu de faire ce qui est en train de se faire actuellement, c'est-à-dire laisser, par exemple, une entreprise étrangère gagner le marché et qui va ensuite sous-traiter ce marché-là à un Sénégalais, mais de faire le contraire. Et moi, je trouve que c'est même ce qui est normal. C'est même bizarre de voir un étranger gagner un marché national et de sous-traiter ce marché-là à un Sénégalais. Donc c'est le contraire qui doit se faire, laisser à un Sénégalais gagner un marché national et pouvoir le sous-traiter à un étranger. Et à ce moment-là, on va respecter les traités internationaux, comme vous dites, et tout le monde y verra son compte. Alors, est-ce que vous, par exemple, voilà, je ne vais pas montrer du doigt Eiffage, qui est une entreprise française qui a pu réaliser ce travaux gigantesques-là, l'autoroute à péage, c'est évidemment, il a obtenu ce marché par le biais d'un contrat de concession. Vous pensez qu'une entreprise sénégalaise, vous me répétez, peut accéder à un tel marché? Mais bien sûr, bien sûr, pourquoi pas. Nous avons de grandes entreprises qui sont dans le bâtiment, qui sont là, qui peuvent faire ce que Eiffage est en train de faire ou bien a déjà fait au niveau de l'autoroute à péage, comme vous le dites. Nous avons de grandes entreprises qui sont là. Le seul problème, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les conditions d'acquisition. C'est les conditions d'acquisition. Il appartient à l'État, en fait, de faciliter à ces locaux, à ces nationaux. Vous ne pensez pas que si, là, sans vouloir vous couper la parole, vous ne pensez pas que si l'État tente de réduire ces conditions d'éligibilité de ce contrat-là, est-ce que ça ne risquerait pas de porter préjudice sur la réalisation des travaux? Mais pas du tout, parce qu'aujourd'hui, si c'est une grande entreprise nationale, cette grande entreprise a la possibilité de pouvoir travailler avec des banques qui sont là. Et à ce problème-là, parce que moi, si je comprends bien, le problème dont vous pensez que cela pourrait se poser si on donne ce genre de marché à une entreprise nationale, c'est le côté financier. Oui, voilà. Donc, si c'est le côté financier, je pense que les grandes entreprises qui sont là, les entreprises nationales, ils peuvent bien travailler avec les banques qui sont là et ça va leur permettre, bien sûr, avec l'accompagnement de l'État, si c'est un marché public, de pouvoir exécuter ce genre de marché sans problème. Mais il n'y a pas que le côté financier, il y a aussi le côté matériel et le côté logistique aussi. Oui, le côté financier, c'est un peu la même chose avec le côté matériel. Parce que les matériels qu'on pourrait utiliser dans le cadre, par exemple, d'une exécution d'un marché de bâtiment, ces matériels, on peut les louer, on peut les acheter. Donc, tout dépend de l'accompagnement qui a été fait par la banque ou bien par l'État lui-même. Alors, tout de suite là, vous avez fait allusion au financement. Dans quelle mesure ce financement est utile au sein du réseau JEF? Donc, le financement est utile pour les projets à court terme, je viens de le dire. Donc, tous les projets, j'ai cité un seul projet, mais nous avons encore d'autres projets qui sont en cours d'exécution.
ce genre de projet-là, on peut les financer, l'État peut les financer ou bien les structures qui financent peuvent financer ce genre de projets qui sont à court terme et qui sont dans le bénéfice de la population sénégalaise. Alors, puisque vous disiez tout de suite là que vous n'avez pas besoin de financement venant de la part de l'État, est-ce que par ailleurs, vous pensez à une autre structure ou une ONG éventuellement qui peut vous accompagner dans ce sens? Bon, si c'est dans le sens des projets à Oui, court terme, oui. mais pourquoi pas, même l'État peut nous accompagner, peut nous financer, parce que c'est des projets à court terme. Et c'est des projets, comme je vous ai dit tout à l'heure, bénéfiques à la population sénégalaise. Mais si c'est dans le cadre de financement des jeunes entrepreneurs, pour ça, il n'y a pas de structure, que ce soit l'État, que ce soit les ONG, que ce soit les banques. Nous, ce que nous voulons, c'est l'acquisition aux petits marchés nationaux et pas de financement. Alors, quelqu'un me disait que même si une entreprise locale sénégalaise, bien sûr, arrive à avoir le financement dont elle a besoin, mais puisque derrière, il n'y a pas une formation acquise, une formation qui lui permet de pouvoir booster son entreprise, ça va le poser un souci. Je pensais, il y a une structure au Sénégal qui s'appelle AFL, c'est Alliance des femmes leaders et entrepreneurs, qui aujourd'hui, dont l'objectif est de pouvoir former notamment les femmes qui souhaitent devenir leaders. Oui, qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, Est-ce qu'au sein de votre réseau, il y a une structure dont l'objectif est de former ces jeunes entrepreneurs? Mais bien sûr, nous avons un volet formation. D'ailleurs, nous allons mettre en place le programme de formation pour l'année 2022. Oui. Donc, nous avons des formations dans plusieurs domaines, dans plusieurs secteurs, tels que déjà l'entrepreneuriat. Ensuite, nous avons des formations sur la gestion des ressources humaines, sur le management et bien d'autres formations sur le développement personnel, par exemple. Donc ça, nous l'avons déjà au sein du réseau. La structure dont vous venez de parler tout à l'heure, qui est l'Alliance des femmes leaders du Sénégal, ils étaient présents à notre salon de la deuxième édition du salon professionnel qu'on avait organisé au niveau des Almadies le mois de décembre. Eux aussi, comme vous avez dit, elles font des formations dans plusieurs secteurs, un peu comme nous. Donc nous allons même travailler ensemble. Très bien. Dans ce domaine-là pour essayer de mieux élargir les secteurs de formation au sein du réseau JEF et au sein de l'AFEL. Voilà, parce qu'une sous-traitance avec une entreprise, une structure comme celle-là, je pense que ça peut vous aider à pouvoir former les jeunes entreprises dont vous avez la charge d'accompagner. Bien sûr, bien sûr. Actuellement, nous sommes en train de travailler là-dessus pour essayer de voir comment élargir ces formations-là. Alors, quelles sont les sources financières à partir desquelles vous pouvez prélever les fonds en vue d'accompagner ou financer toutes vos activités au sein du réseau JEF? Bon, pour le moment, c'est le réseau JEF lui-même, avec bien sûr l'accompagnement du cabinet JEF Consulting, qui finance le réseau et toutes les activités. C'est surtout le cabinet JEF Consulting, avec les membres du réseau, qui finance tous nos projets et toutes nos activités. Alors, il y a une autre question qui me vient à l'esprit. Alors, on s'aperçoit aujourd'hui, même si une entreprise elle a le fonds dont elle a besoin et aussi la formation adéquate, il y a un problème qui se pose au niveau de la perception de notre croyance. Est-ce que ça ne constitue pas un blocage pour permettre à une entreprise de pouvoir s'inscrire dans la durée, pour éviter une éventuelle faillite? Oui, ça c'est le côté formation déjà. Oui. Il faudrait être bien formé sur tous les plans en tant que manager, en tant que leader. Mais surtout, je pense que le problème essentiel, c'est de pouvoir avoir avoir des moyens qui vont nous permettre de nous développer, de nous lancer, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je viens de dire, on ne peut pas développer une entreprise ou bien lancer une entreprise dans le temps qui va exister pendant longtemps, ou même que ses fils ou bien ses petits-fils puissent hériter de cette entreprise-là sans qu'on ne gagne pas de marché. Ce n'est pas possible. On ne peut pas créer une entreprise et exister sur des marchés informels. Et ça même, j'allais l'oublier, mais c'est important de le dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
Une entreprise a besoin, les jeunes entrepreneurs ont besoin d'avoir un quitus fiscal parce qu'on sait très bien que c'est avec un quitus fiscal qu'on peut soumissionner au marché, pouvoir payer les impôts, être professionnel à 100%. Et ça, encore une fois, on ne peut pas l'être si on n'a pas gagné des marchés, que ce soit public ou privé. Parce que c'est ces marchés-là qui vont nous permettre, déjà, qui prouvent qu'on est en train de payer nos impôts, Oui. qui prouvent également qu'on est en train d'exécuter, de montrer notre expertise et qui prouvent aussi qu'on a un certain chiffre d'affaires qui peut nous permettre d'aller encore plus loin. Alors, si on n'a pas tout ça, et ça revient toujours à ce qu'on a déjà dit, si on n'a pas la possibilité d'accéder à ces marchés-là, déjà nous restons informels. Parce que nous n'allons gagner que des petits marchés, ce que j'appelle moi les marchés de rue. Et c'est ça ne peut pas nous permettre, moi avec un marché de rue, par exemple un particulier qui vient te dire, par exemple en tant que cabinet de bâtiment, de consultance en bâtiment, en architecture, un particulier ne peut pas venir demander de lui faire une étude, que ce soit un plan architectural, un plan béton armé ou bien un devis, et sur cette base seulement pouvoir avoir un chiffre d'affaires important qui peut nous permettre d'accéder au marché. Ça ne peut pas non plus nous permettre de pouvoir payer les impôts. Parce que si tu as un marché de rue, par exemple, une fois par 3 mois, ça limite, ça ne peut pas nous permettre de pouvoir payer un impôt. Un impôt, tout le monde sait que c'est mensuel. Ah oui. Donc, on va rester informel pendant toute notre existence. Et ça, ce n'est pas le souhait d'un entrepreneur. Donc, je lance encore cet appel encore une fois, qu'on nous permette, ou bien qu'on mette en place un système d'acquisition des marchés, publics ou privés, et qui va faire bénéficier à ces jeunes entrepreneurs-là à ces genres de marchés. Alors, ça c'est une très bonne chose. Donc, j'espère que vos amis, vos collaborateurs, entrepreneurs, l'appel a été entendu auprès d'eux. Donc, là, je m'en vais vous poser une question. Aujourd'hui, une entreprise qui vient de naître, qui est en gestation et qui se dit que voilà, je ne peux pas voler toute seule, donc j'ai besoin de s'adhérer au sein d'un réseau comme le vôtre là. Alors, quels sont les critères d'adhésion? Les conditions d'adhésion, c'est déjà l'achat de la carte de membre qui est à 5 000 francs. Ensuite, il faudrait nous envoyer votre copie de carte d'identité plus une photo pour la carte de membre. Voilà, donc c'est juste ça, c'est les conditions d'adhésion. Et après, vous aurez votre carte, vous serez membre et vous allez intégrer le réseau. Ah, très bien. Alors, à part les moyens de communication dont vous faites usage pour informer les gens, est-ce que vous avez un autre créneau pour coopter les personnes qui souhaitent s'adhérer au sein de votre réseau? Bon, à part les moyens de communication, actuellement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en train d'organiser des formations. Oui. Et ces formations, par exemple, dans le cadre de la forme des formations et séminaires sur l'entrepreneuriat, nous comptons bien appuyer sur l'idée qu'on est en train de lancer, c'est-à-dire stop financement et acquisition au petit marché. Donc ça, moi, je pense que tout jeune entrepreneur, il est forcément intéressé par cette idéologie. De toute façon, j'ai déjà reçu des retours qui sont positifs par rapport à cette idéologie. Aujourd'hui, les entrepreneurs, ils commencent, en tout cas ceux qui sont dans le réseau, et les jeunes entrepreneurs qui ne sont pas forcément dans le réseau, mais qui nous suivent via les réseaux sociaux, ils sont carrément d'accord. Ils reçoivent cette idée, bien sûr, avec à bras ouverts, Oui. parce qu'ils sont conscients qu'on ne peut pas, en tant qu'entrepreneur, se développer si on n'a pas la possibilité d'accéder à ces petits marchés. Alors, vous pensez que l'idée pour laquelle vous êtes en train de vous battre, vous êtes en train de militer, à savoir le stop au financement, est-ce qu'au sein du réseau, est-ce que ces entreprises-là sont pour? Mais bien évidemment, ils sont pour, parce qu'ils sont conscients, comme je vous ai dit, ils sont conscients du fait que le financement n'a pas de finalité. Le financement n'a pas de finalité. Atteindre ses objectifs en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas le financement qui va nous le permettre. Pour pouvoir exister dans le temps, durer, peut-être jusqu'à permettre à ses enfants et à ses petits-enfants de pouvoir hériter notre entreprise, ce n'est pas le financement qui va nous permettre d'avoir ça. Donc, ils sont bien conscients qu'il n'y a que l'acquisition au marché qui va nous permettre d'exister dans le temps et qui va nous permettre de nous lancer et de nous développer.
Donc il y a une entente parfaite autour de ce projet, autour de cette belle idée. Oui, carrément. Je n'ai eu que des retours positifs par rapport à ça, surtout après le point de presse. Franchement, j'ai eu que des retours positifs. Alors, vous dites que vous êtes la présidente présidente et fondatrice du réseau Jeff. Qui est à côté de vous? On a un comité directeur, je vous l'ai dit en début d'émission. Oui. Nous avons la secrétaire générale, nous avons le coordonnateur, nous avons un trésorier et nous avons également un chargé de communication, en plus aussi des coordonnateurs qui sont dans les régions, comme Bour, Thiès, Sédhiou, Bakel, Kaolack, etc. Alors, en ce moment, il y a une élection municipale qui est en cours. Vous ne pensez pas que c'est une opportunité pour vous faire entendre auprès de ces leaders qui sont en train de se battre pour gagner dans leurs circonscriptions respectives? Bon, ce serait une idée, mais moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop me lancer côté communication avec les politiciens. On sait tous que les politiciens, déjà, c'est en période d'élection qu'on les entend. Quand il n'y a pas d'élection, on ne voit pas, pour même voir le maire, c'est tout un problème. Donc moi, je pense que c'est pas ça en fait qui va nous permettre de nous lancer. C'est pas le fait d'approcher un politicien, parce qu'il peut vous dire des choses qu'il peut ne pas respecter. Et à ce moment-là, on n'y peut rien. Donc raison pour laquelle moi, je me fie pas sur le fait de me rapprocher d'un politicien pour avoir ce que je veux en fait. Mais pourtant c'est les politiciens, une fois aux affaires, c'est eux qui sont au sommet de l'État et qui, sous le contrôle de qui il y a l'administration qui gère les affaires de financement, les affaires, l'accompagnement des entreprises. Donc quand vous dites que vous n'avez pas besoin éventuellement l'aide de ces gens-là, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous barrer la route? Mais en fait, vous l'avez vous-même dit, les autorités locales, ils sont plus côté accompagnement, financement, côté accompagnement, formation, qu'en mesure de pouvoir nous aider pour, par exemple, mettre en place ce système d'acquisition-là. Oui. Moi, je pense que la mise en place d'un système d'acquisition des petits marchés, ça requiert surtout les autorités étatiques directement que les autorités locales. Donc, il est plus important de se rapprocher des autorités étatiques, ceux qui sont en mesure de pouvoir amener un changement à ce niveau-là qu'aux autorités locales. Parce que les autorités locales, ils sont plus dans l'accompagnement, dans le financement, alors que nous ne sommes pas dans cette optique-là. Alors, quand on parle des autorités, on pense bien sûr à l'État. À l'État qui est incarné ici par le président Macky Sall, et aussi on parle des maires, on parle des préfets, on parle également de l'autorité de régulation des marchés publics. Voilà. Vous pensez spécialement à quelle autorité? Pour moi, je parle de l'État en la personne du président de la République, M. Macky Sall. Donc quand je parle de l'État directement, je pense à son Excellence, M. le Président. Donc maintenant, les autorités locales, c'est bien possible qu'ils puissent nous aider. Nous sommes ouverts. Voilà, nous sommes ouverts. Mais en cette période-là, moi, je pense qu'il y a plus de politique que de réalisation. Alors, je vous demande de regarder la caméra et de lancer cet appel auprès du président Macky Sall. Peut-être il va vous entendre. Donc, comme je viens de le dire tout à l'heure, notre appel va dans le sens de la mise en place d'un système d'acquisition pour les petits marchés, que ce soit public ou privé, pour les jeunes entrepreneurs de ce pays et pour leur permettre de déjà montrer leur expertise, leur savoir-faire, pour leur permettre aussi d'avoir un carnet d'adresses assez important et pour leur permettre enfin de pouvoir être plus professionnels, de pouvoir se professionnaliser sur ce que l'on fait et de pouvoir se lancer, se développer en tant qu'entrepreneur. Alors, c'est un message très important. Est-ce que vous pouvez le traduire en wolof rapidement? Bien sûr. Donc le message bi nga xam ne moom la ñuy lancé mooy que monsieur le président de la République mettre en place un système d'acquisition mooy mettre en place benn système boo xamante ne dina tax jeunes entrepreneurs yi nga xam ne ñi ngi Sénégal ñu mën a
jot ci marché yi moo xam ci côté état la wala côté privé bi ñu mën a en tout cas jot ci marché yi nga xamante ne dina leen permettre tey ñu mën a yëkkati seen entreprise mu gën a jëm kanam mën leen permettre aussi ñu am répertoire boo xam ne fu ñu mën a taxaw dinañu mën a soumissionner ci ay appel d'offres te loolu dina leen permettre seen entreprise gën a développer. J'espère que avec la générosité du chef de l'État, il va accepter de vous entendre et aussi va faire en sorte aussi de vous satisfaire de ce point de vue-là. Alors, ceci étant, vous disiez tout de suite là, dans votre introduction, en dehors du Sénégal, vous comptez vous étendre dans la sous-région. Comment vous allez vous y prendre? Mais bien sûr, on va faire comme ce qu'on a déjà fait ici au Sénégal. On va déjà créer un réseau dans les autres. Par exemple, en Guinée, on pourrait aller là-bas, lancer le réseau Jeff, créer un bureau là-bas et essayer de faire passer le message comme on est en train de le faire ici. Faire une politique de communication pour conscientiser les jeunes qui sont dans la sous-région, que ce soit en Guinée. Bon, le Mali actuellement c'est un peu compliqué, oui. Mais la Guinée, il y a aussi la Mauritanie, la Côte d'Ivoire. Donc beaucoup de pays africains, actuellement on y pense. On pense bien étendre le réseau Jeff et développer l'idéologie qu'on est en train de développer ici actuellement, qu'on puisse le développer dans ces pays-là. Donc ce projet-là est en gestation, c'est encore au niveau de l'imagination ou bien vous avez entamé des démarches? Vous avez accrédité vos représentants dans ces pays respectifs? Bon, pour le moment, il n'y a pas encore de démarche. Nous sommes juste en train de penser de réfléchir, excusez-moi, par rapport à ça. Donc la démarche, on n'a pas encore commencé la démarche, mais on espère le faire bientôt, Inch'Allah. Alors, vous pensez qu'il y a au sein du réseau des jeunes qui seront très représentatifs si vous décidez de les envoyer dans ces pays-là? Mais bien sûr, on est très engagé dans le réseau Jeff. Machallah, alhamdulillah, on a des membres qui sont très engagés, qui sont prêts à tout pour se faire entendre, parce qu'effectivement, ils ont besoin d'être entendus et qu'on puisse satisfaire ce à quoi ils veulent se faire entendre. Raison pour laquelle ils sont prêts à tout. Ils sont prêts même à aller même au-delà de la sous-région, pourquoi pas à l'international, pour se faire entendre. Alors pour le moment, qu'est-ce qui vous fait attendre pour démarrer ce projet-là, aller vous faire représenter dans ces pays respectifs-là? Où se trouve le blocage? Est-ce que le blocage se trouve au niveau du financement ou bien au niveau éventuellement de l'autorisation de ces pays? En fait, il y a pas, moi je dirais pas blocage, c'est pas un blocage, c'est juste un problème de timing. Parce que chaque chose en son temps. Actuellement, nous sommes au Sénégal, nous venons de lancer l'idéologie du stop financement actuellement. Donc là, on préfère d'abord propager cette idéologie, que les jeunes entrepreneurs puissent, en tout cas en masse, adhérer à cette idéologie ici au Sénégal, se faire entendre et bien entendre. Et à ce moment-là, je pense qu'on peut aller à la vitesse supérieure et se lancer dans la sous-région. Je pense que d'ores et déjà, avant de vous lancer, vous allez devoir recueillir l'autorisation auprès des autorités locales du Sénégal. Autorisation, je ne comprends pas pourquoi autorisation. Parce qu'eux, ils ne sont pas... c'est pas à eux, en fait, de nous autoriser et d'aller dans la sous-région. C'est pas à eux de nous autoriser. Nous, aujourd'hui, si le timing nous le permet et qu'on est vraiment prêt à pouvoir se lancer dans la sous-région, je ne pense pas qu'ils sont en mesure de nous interdire de nous lancer dans la sous-région. Très bien. Nous espérons que dans les mois et les années qui viennent, vous allez vous battre pour que ce projet ait lieu. Inch'Allah. Alors, ceci étant, souvent, vous organisez le salon. Vous organisez le salon auquel les entreprises sont conviées. Est-ce que l'organisation de ce salon vous permet une très bonne visibilité de vos activités? Mais bien évidemment, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on organise ce genre de salon professionnel. Ça permet aux jeunes entrepreneurs qui sont dans le réseau d'avoir la visibilité, de pouvoir interagir avec les personnalités qui sont invitées, notamment les invités d'honneur, comme le salon qui s'est déroulé, j'en ai parlé tout à l'heure, au niveau des Almadies, les 11 et 12 décembre dernier. Oui, dans la maison de Céline. Dans la maison de Céline, au niveau des Almadies. Donc, je pense que ce salon a été très bénéfique
pour les jeunes entrepreneurs. On a eu des retours très positifs parce qu'il y a eu pas mal d'interactions avec pas mal de personnalités, telles que la marraine, Madame Amissar Fall, Oui. directrice générale d'Intelligence Magazine. D'accord. Et d'ailleurs, je la remercie encore une fois de sa présence et vraiment de sa présence et de son aide, j'allais dire, par rapport à ces jeunes entrepreneurs-là. Parce qu'elle a beaucoup interagi avec ces jeunes entrepreneurs et ça ne s'est pas arrêté au salon. Il y a eu encore des suites par rapport à leur relation professionnelle et ça me fait énormément plaisir et ça permet à ces jeunes entrepreneurs-là de pouvoir mieux se lancer et surtout d'être encore plus visibles par rapport à leurs activités. Alors quand vous dites que chaque fois que vous organisez un salon et à terme vous obtenez un retour très positif, c'est en termes de quoi? En termes d'adhésion? Oui, il y a ça aussi. D'adhésion des nouvelles entreprises? Oui, durant l'organisation du salon, même avant le salon, quand j'ai lancé la communication dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'adhésions. J'allais même dire presque qu'il y a eu plus de 20% ou bien 30% des membres qui ont adhéré lors de l'organisation du salon. Alors permettez-moi, à chaque fois que vous organisez ce salon-là, évidemment vous avez besoin de fonds pour que ce salon ait lieu. Et comment vous le faites? C'est Jeff Consulting qui organise ce salon, c'est-à-dire le cabinet, j'en ai pas beaucoup parlé, D'accord. mais le cabinet Jeff Consulting accompagne le réseau Jeff. Donc c'est un cabinet de consultance en entrepreneuriat. C'est le cabinet même d'ailleurs qui organise les formations, qui organise les événements. C'est en même temps un cabinet d'organisation d'événements professionnels. Tout ce qui est séminaire, tout ce qui est atelier, tout ce qui est salon, tout ce qui est foire, c'est le cabinet qui l'organise. Donc c'est à partir des fonds du cabinet Jeff Consulting que le salon a été organisé. Alors vous êtes une femme qui porte deux casquettes. Vous êtes à la fois présidente et fondatrice du premier réseau Jeff à Dakar et vous êtes aussi consultante en entrepreneuriat. Et quelles sont les entreprises, voilà, qu'est-ce que je veux dire, comment vous menez cette activité-là? Est-ce que vous faites le développement personnel? Comment vous faites pour accompagner effectivement les entreprises qui viennent vous consulter? Oui, c'est à travers les formations. En général, on recrute des formateurs qui vont accompagner ces jeunes entrepreneurs dans le réseau. En fait, le Jeff Consulting et le Jeff, moi j'ai l'habitude de dire que ça ne fait qu'un. Ok. En fait, c'est le Jeff. Maintenant, le Jeff a été divisé en deux. Il y a le cabinet, Jeff Consulting, parce que c'est ce cabinet-là qui peut permettre au réseau de pouvoir organiser des activités à but lucratif. Parce que l'association Jeff, en tant que telle, en tant qu'association, ne peut pas organiser des événements à but lucratif en espérant avoir des bénéfices. Alors qu'on a besoin de ces bénéfices-là pour faire fonctionner le réseau Jeff. Raison pour laquelle on a mis en place le cabinet Jeff Consulting qui va permettre de recruter des formateurs, d'organiser ces événements professionnels et de pouvoir accompagner ces jeunes entrepreneurs à 100%. Alors, chaque année, vous formez combien d'entreprises? Une estimation? Bon, on vient d'avoir nos 1 an déjà. Le 31 décembre passé, le réseau Jeff n'a qu'un an. Donc pour cette année 2021, on a formé pas mal de jeunes entrepreneurs qui sont dans le réseau et hors du réseau. Alors quand vous formez ces entreprises en amont, est-ce que vous avez un mécanisme pour pouvoir évaluer la formation que ces entreprises ont reçue? Bon, il n'y a pas de mécanisme particulier en fait. Au-delà du fait qu'aujourd'hui, on essaie de faire un recensement. Un recensement dans le sens où, avant d'organiser ces formations, on va demander à ses membres quels sont ceux qui sont intéressés par ce genre de formation. Et à travers aussi votre profil, nous allons regarder si vraiment vous avez besoin de cette formation ou pas. Et à ce moment-là, c'est à partir de ça qu'on va sélectionner les membres et ceux qui ne sont même pas membres. C'est à partir de là qu'on va les sélectionner pour pouvoir participer à ces formations. C'est très bien, mais moi, ma question se pose sur l'évaluation. Quand vous formez, par exemple, une entreprise qui vient de naître et que, oui, l'entreprise vient auprès de vous pour avoir toutes les informations requises, toute la formation requise en vue de la gestion de son entreprise-là. Est-ce que, et en définitive, vous allez sur le terrain au sein de l'entreprise-là pour voir est-ce que la personne elle-même est en train de gérer correctement son entreprise? Bon, malheureusement, on n'a pas encore
opérer ce genre de recensement ou bien ce genre de surveillance, si je peux dire ça comme ça. Nous n'avons pas encore fait. Ce que nous faisons, c'est nous vérifions juste avant la formation si vous avez vraiment besoin de cette formation ou bien même voir à partir de votre profil quelle est la formation qui vous convient le mieux, qu'est-ce que vous avez réellement besoin. Mais après ça, franchement, nous n'avons pas eu à faire ce genre de choses. Très bien. Et on pense que dans le secteur informel, il y a beaucoup de besoins qui s'expriment, notamment au niveau des femmes qui souhaitent devenir leaders. Puisque vous menez la campagne sensibiliser les gens, vous les informer non seulement l'existence du réseau Jeff et aussi les activités que vous y menez, mais tout le monde n'est pas informé de ça. Vous utilisez les médias comme vous le faites aujourd'hui et aussi les salons que vous organisez. Est-ce que vous arrive de déployer vos jeunes sur le terrain pour aller rencontrer ces femmes-là qui sont dans le secteur informel, pour les coopter? Oui, c'est un projet. C'est un projet. Là, actuellement, par exemple, la présidente des femmes qui sont dans des ONG, je ne sais pas comment dire ça, la présidente des femmes qui sont dans des ONG au niveau de Bakel, elle a été présente au salon professionnel des Almadies, les 11 et 12 décembre. Donc, on est en train de programmer pour aller là-bas, faire une descente au niveau de Bakel et au niveau aussi de Sédhiou. Nous avons un coordonnateur là-bas et actuellement on est en train de voir selon le planning comment faire pour aller là-bas, rencontrer ces jeunes femmes qui sont déjà des leaders parce que chacune d'entre elles a déjà sa structure, a déjà son activité, soit c'est les transformations, soit c'est dans l'agriculture, dans l'agroécologie. C'est des femmes vraiment très, très fortes et qui sont leaders. Et donc nous sommes en train de voir comment faire pour aller là-bas, pour les rencontrer, pour mieux les sensibiliser par rapport au réseau DIEF. Oui, très bien. C'est ces femmes qui mènent une activité génératrice de revenus. Alors sans vouloir être féministe, je pense que vous pensez aussi aux hommes qui sont dans ce secteur informel. Mais bien évidemment, par exemple, à Sédhiou, si nous allons là-bas, nous n'allons pas rencontrer seulement les femmes. Nous allons rencontrer notre coordonnateur déjà qui est un homme. Ensuite, nous allons rencontrer les autres jeunes entrepreneurs qui sont là-bas au niveau de Sédhiou. Alors, depuis que vous êtes à la tête de ce réseau très important, est-ce que, certes, vous obtenez le retour, est-ce que, sur le plan moral, vous êtes totalement satisfaite? Bon, pour le moment, je dirais que ça va, parce qu'on a qu'un an, je viens de le dire. Donc un an, si on a plus de 100 et quelques membres, et il faut voir qu'on a des restrictions, on a des règles à respecter, on a des conditions d'adhésion. Donc il y a plusieurs entrepreneurs qui nous suivent via les réseaux sociaux et qui ne sont pas forcément des membres. Il y a également les membres qui sont là. Et moi, je pense que depuis que j'ai créé le réseau Jeff, le 31 décembre 2020 jusqu'à présent, je pense qu'il y a de l'évolution quand même. On a bien évolué et on espère encore aller plus loin, Inch'Allah. Donc, vous êtes quand même satisfaite? Ça va, on va dire que ça va. Alors, je vous demande de façon très brève de donner votre dernier mot. Oui, mon dernier mot, ça va toujours aller dans le sens de l'appel au niveau du président de la République par rapport à la mise en place de ce système d'acquisition pour les jeunes entrepreneurs au petit marché public et privé allant de 5 millions à 5 milliards. Donc voilà, aujourd'hui, c'est ce que les jeunes entrepreneurs ont besoin, accéder au marché public et privé et pas de financement. Merci Madame Hawassara d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes très heureux. On a partagé plein d'informations qui vont permettre aux petites et moyennes entreprises de pouvoir voler de leurs propres ailes. Ceci dit, nous invitons sur ce plateau Folie Média, comme je disais tout de suite, la présidente et fondatrice du premier réseau Jeff au Sénégal. Merci de nous avoir suivis sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Je vous dis à très bientôt. Merci.